Marie-France Mamser est néphrologue. Elle est professeure d'éthique médicale et de médecine légale à l'Université de Paris-Descartes. L'ensemble de ses travaux qui sont extrêmement importants s'articulent autour de l'axe suivant: technologie au pluriel et recherche impliquant la personne humaine et éthique de la recherche appliquée. Donc, merci beaucoup, Marie-France Mamser, d'être avec nous. Bonjour, je suis évidemment extrêmement gênée de parler juste après Monsieur Axel Kahn, pour lequel j'ai énormément d'admiration. Alors, je ne suis pas du tout philosophe, j'ai un peu lu, et ce que nous développons dans notre laboratoire, qui est dirigé par Christian Hervé, c'est plutôt de la recherche en éthique. Alors, ça ne fait pas faire l'économie de tout le raisonnement qui a été décrit par Monsieur Kahn, mais nous nous attachons à, lorsqu'une question éthique se pose par un des professionnels qui nous côtoie ou qui nous demande notre avis, nous attachons à essayer de voir avec lui le détail de la situation précise qui lui pose problème, à vérifier que le problème ne se pose pas que pour lui, et qu'il s'agit bien d'un problème ou d'un dilemme qui ne repose pas que sur ses états d'âme personnels, ses idéologies, etc. Donc ça passe par une description très précise de la situation, avant éventuellement de proposer la reformulation de la question initiale, parce que le plus souvent, nous n'arrivons pas, bien sûr, à trouver de réponse à la question posée. Mais là, ce que m'a demandé Marcella de venir discuter avec vous, c'est la question de l'éthique de la recherche et de la régulation des pratiques de recherche, puisque, comme vous le savez sans doute, en France, nous sommes, après avoir été un peu à la traîne, nous sommes vraiment en tête de file des pays qui légiférons. Et nous venons d'avoir très récemment, coup sur coup, un certain nombre de nouvelles lois qui ont impacté les régulations des recherches. Et ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est la problématique de fond. C'est en quoi cet enrichissement permanent des lois, cette espèce de morcellement des problèmes par des réglementations, ne nous écarte-t-il pas finalement de toute réflexion éthique sur les pratiques de recherche que nous serions du coup tentés de confier à des spécialistes éminents, parfaitement bien outillés pour réfléchir, mais ce qui nous empêcherait à titre individuel dans nos pratiques de chercheurs au quotidien de nous poser les bonnes questions, alors que c'est de là que les bonnes questions vont naître en premier. Donc, évidemment, le début de ma présentation a été abordé par Axel Kahn. Je ne l'avais pas anticipé dans l'intitulé de ce qu'il se proposait de développer. Donc, j'essaierai d'aller assez vite sur les points qu'il a déjà développés. En tout cas, si on parle de recherche, il me semble assez juste de dire que les objectifs de la recherche en santé sont la progression intéressée des connaissances, qu'il s'agisse d'une recherche visée cognitive, d'une recherche plus appliquée, destinée à améliorer la survie, l'autonomie et la qualité de vie. Et on entend par là les thérapeutiques innovantes, les recherches qui sont destinées à l'amélioration de la prise en charge globale des personnes malades ou les recherches destinées à définir les meilleures stratégies médicales. Le problème, et donc le dilemme initial des recherches, c'est qu'elles impliquent la participation de personnes et que ceci aboutit à un déplacement de ces sujets en objet de recherche, premièrement, et que deuxièmement, dans la vision conventionnelle et un petit peu ancienne que nous avions des recherches, cette personne-là devenait de facto exposée à des risques qui n'étaient pas justifiés par des soins, et d'autant plus qu'il s'agissait d'un volontaire sain. Et donc, effectivement, il y a eu, avant les exactions nazies de Nuremberg, tout un tas de dérives inacceptables, bien préalables, en ce qui concerne les pratiques de recherche. Je ne vais pas du tout développer cette partie-là. Les textes qui régulent la recherche aujourd'hui, les textes internationaux qui ont développé et posé les principes éthiques de la recherche,
aujourd'hui ont démarré par le Code de Nuremberg dont nous a parlé M. Axel Kahn, ils ont été pensés, tous ces textes, dans l'esprit de la nécessité de protéger ces personnes vis-à-vis d'un risque physique mis en œuvre au moment de leur participation à la recherche. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on retrouve ensuite, puisque ces principes-là, qui ont été très bien expliqués, sont restés présents et ont été retrouvés en fil rouge de l'ensemble des textes internationaux destinés à encadrer l'éthique de la recherche. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec, après un très grand nombre de textes, des principes un peu uniformes qu'il convient de retenir. Premièrement, il faut que ces recherches interventionnelles aient un bénéfice pour la société. Il faut que l'intérêt de l'individu prime sur celui de la science et que chaque personne ait eu l'opportunité d'accepter, en ayant compris ce que représentait sa participation à la recherche, et donc la possibilité d'avoir des explications complètes sur la recherche et d'y consentir librement. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Il faut aussi que la société ait eu l'occasion, l'opportunité d'examiner le projet de recherche, d'en comprendre les enjeux, d'en évaluer la balance bénéfice-risque et de mettre en place, en cas de besoin, des mesures spécifiques pour protéger les personnes les plus vulnérables, d'où l'intérêt qu'il y ait systématiquement l'avis d'un comité d'éthique de la recherche avant qu'une recherche ne puisse démarrer. Il faut bien sûr que les personnes vulnérables soient particulièrement protégées, je l'ai déjà dit. Et enfin, il faut s'efforcer de ce que la vie privée soit respectée. Et à partir de là, on a essayé, au fur et à mesure des innovations technologiques, de faire évoluer un petit peu ces grands textes, ces grands principes de l'éthique internationale de la recherche, sans peut-être prendre la peine de toute cette réflexion initiale qui a précédé leur définition pour encadrer justement ces pratiques d'éthique de la recherche interventionnelle. Alors en France, lorsque les législateurs se sont emparés de cette question, après que le Comité consultatif national d'éthique ait insisté sur l'importance qu'il y avait de s'occuper de cette question, la première loi qui a été promulguée date de 1988, et c'est une loi qui a rendu possible légalement la recherche. Jusque-là, à cause justement de ces questions de fond, il était dans notre code civil absolument pas prévu qu'une personne soit exposée à des risques en l'absence de tout bénéfice pour elle. Et donc cette loi Uriel-Seruskla, elle a eu le mérite immense que de permettre aux médecins et aux médecins-chercheurs de se mettre dans la position de l'investigateur qui va proposer à des personnes de participer à des recherches interventionnelles et donc qui vont accepter de s'exposer pour cela à des risques. Ça a permis aux médecins investigateurs d'être protégés au regard de la loi dans leur pratique de recherche, sous réserve du fait qu'ils aient pris en compte l'ensemble des obligations inhérentes à la réalisation de ces pratiques de recherche. Et cette loi Uriel-Seruskla, elle a non seulement légalisé les pratiques de recherche, mais elle a en même temps exigé la mise en œuvre des mesures de protection adaptées pour les personnes dans la continuation de l'esprit des grands textes internationaux. Donc ces dispositions de 1988 ont commencé par ce premier article qui dit « Les essais ou expérimentations organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés dans les conditions prévues, etc. etc. » Et ces recherches ont été désignées par ce terme générique que nous employons encore, que nous allons peut-être renoncer bientôt à employer, même si nous avions enfin compris de quoi il s'agissait. Je parle des recherches biomédicales. Et à l'époque, la distinction qui avait été faite par ces deux législateurs, Claude Durier et Franck Seruskla, était intéressante, même si elle était critiquable sous plusieurs aspects. C'est qu'il avait été
le parti avait été pris de distinguer des recherches qui étaient proposées dans le cadre des soins à des personnes donc malades, des recherches qui étaient proposées à des personnes saines, à des volontaires sains, et pour lesquelles il n'y avait aucune possibilité d'attendre le moindre bénéfice direct de cette participation à la recherche. Et donc cette terminologie que certains ont encore en mémoire et qui est aujourd'hui caduque, reposait sur la nécessité de bien identifier les situations de recherche qui exposaient tout particulièrement des personnes à des risques physiques alors qu'elles n'avaient aucun problème de santé. Ces recherches ont donc été appelées des recherches sans bénéfice individuel direct, et les recherches proposées à des personnes malades dans le cadre des prises en charge étaient, elles, appelées des recherches avec bénéfice individuel direct, ce qui en soi était confondant, puisque parmi les gens participant à ces fameuses recherches avec bénéfice individuel direct, il y avait des gens qui se retrouvaient dans le bras placebo, bien entendu, ou qui se retrouvaient à recevoir le traitement de référence et pas le traitement expérimental. Et donc on part d'une nécessité d'encadrer ces recherches et de les autoriser. On en arrive à mettre en place une typologie destinée à profondément protéger les personnes les plus illégitimement inclus ou les plus illégitimement appelés à participer aux recherches. Et puis, on met en place comme ça notre première régulation. À cette époque-là, les recherches biomédicales ont été autorisées sur les bases d'un triple prérequis qui reprenait les principes de l'éthique internationale de la recherche. Premièrement, elle devait être fondée sur le dernier état des connaissances scientifiques et une expérimentation préclinique au sens animal suffisante. Elle devait viser à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition. Et bien sûr, le risque prévisible pour les personnes qui s'y prêtaient ne devait pas être hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou pour l'intérêt de la recherche, et l'investigateur devait être un médecin. La protection des personnes et les mesures de protection mises en place pour ces personnes participantes aux recherches étaient, je vous l'ai déjà dit, maximales pour les volontaires sains, avec des conditions particulières qui prévoyaient des mesures adaptées aux personnes les plus vulnérables, excluant toute possibilité de faire participer des personnes vulnérables à des recherches présentant un risque sérieux pour leur santé, à des recherches qui ne présenteraient pas un intérêt pour la population partageant cette forme de vulnérabilité, c'est-à-dire les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap, et conditionnées par l'impossibilité formelle de faire autrement. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue la nécessité de prévoir une indemnisation des dommages causés par la participation à la recherche de ces personnes sous la forme de la contraction d'une assurance en responsabilité pour le promoteur. Dans le même esprit, il était interdit de proposer une contrepartie financière pour les participants aux recherches, de manière à ne pas favoriser l'émergence d'une nouvelle forme de subsistance ou de gagner ses revenus. Et puis bien sûr, le consentement libre, éclairé et express devait être recueilli par écrit, avec le cas particulier des mineurs, dont vous savez que ce sont les parents qui sont les titulaires de l'autorité parentale qui prennent ces décisions et ces responsabilités, bien qu'il soit déjà à l'époque reconnu l'intérêt d'informer les enfants au fur et à mesure de leur capacité de comprendre et de s'efforcer de recueillir leur adhésion ou leur assentiment. Des cas particuliers avaient été prévus pour les urgences et bien sûr la loi prévoyait la nature de l'information à délivrer et a créé à ce moment-là les premiers comités d'éthique de la recherche officiels en France qui s'appelaient les CCPPRB, C comité, deuxième C consultatif. Ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'à l'époque, nos législateurs sont entrés un peu dans les principes de l'éthique de la recherche, mais
n'ont pas considéré qu'il était impératif, comme c'était le cas aux États-Unis déjà ou dans les pays anglo-saxons, d'avoir ce regard extérieur indépendant qui donne un avis bloquant sur la possibilité de démarrer une recherche en tenant compte de questions éthiques tout particulièrement. Alors, je vais passer là-dessus parce que depuis cette loi Hurier-Seruskla dans sa version initiale de 1988, il y a eu évidemment beaucoup d'encre et beaucoup de textes législatifs qui se sont immiscés. Il y a eu une très grande révision de la loi Hurier-Seruskla en 2004 à l'occasion de la nécessité de transposer une directive européenne sur les essais cliniques. Et puis il y a eu surtout plus récemment la loi Jardé qui, elle, est venue complètement chambouler la manière qu'on a en France d'envisager, un peu aussi en Europe, mais particulièrement en France, d'envisager la typologie des recherches et la manière dont il faut s'y prendre pour réguler ces recherches, alors que peut-être il n'y a pas eu une réflexion éthique complète sur les nouvelles formes de recherche. Alors nous avons beaucoup de textes à notre disposition et c'est parfois pas très simple de s'y repérer en l'absence d'un œil de spécialiste. Le premier texte, c'est bien sûr la loi Jardé, dont vous savez qu'elle a été promulguée en 2012 et qu'elle n'est applicable que depuis novembre 2016. Et qu'entre les deux, entre ces deux dates-là, de nombreuses dispositions législatives sont intervenues et ont interféré avec le texte initial. La philosophie de la loi Jardé, au départ, était assez différente de celle de la loi Hurier. Le premier article, l'article 1 du texte tout initial, était le suivant: la recherche est une priorité nationale. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces débats qu'il y a eu à cette occasion-là, mais enfin, il y a une levée de boucliers énorme, notamment de toutes les personnes qui travaillaient en éthique de la recherche, mais aussi de la société civile, et qui a dit: la recherche, nous devons protéger les personnes qui acceptent de se prêter à la recherche. Et ça doit rester notre priorité. Toujours est-il que ce premier article a disparu, mais que l'esprit de la loi n'a pas changé. C'est-à-dire que l'objectif de la loi Jardé était de faciliter la tâche aux chercheurs. Faciliter la tâche aux chercheurs, déjà en distinguant dans les recherches des recherches qui demandaient la participation de ces fameux volontaires sains, mais qui depuis longtemps n'exposaient pas ces volontaires sains à des risques physiques. Et en particulier, donc, tout un tas de recherches en génétique ou des recherches qui se développent aujourd'hui à l'infini et qui sont des recherches portant sur des échantillons biologiques d'origine humaine ou sur des données de santé. Et donc, l'objectif de cette loi-là, ça a été de dire: l'appareil législatif de la loi Hurier, il a été extrêmement utile, mais il faut corriger les défauts initiaux et puis surtout, il faut avoir un raisonnement pragmatique et ajuster les mesures de protection qui sont dues aux personnes qui participent aux recherches à la nature du risque auquel on les expose. Ça avait été un petit peu démarré avec la dernière révision de la loi Hurier en 2004, et là, ça a été clairement revu de façon différente. Le problème, c'est que comme toujours, quand on va dans beaucoup de détails, quand on va dans un niveau de détail important, mais qu'on essaye quand même de conserver une portée générale, on laisse des trous qui sont propices à des interprétations différentes. Et quand en plus se rajoutent à ce texte de départ des dispositions qui viennent d'autres lois, comme celle du règlement européen sur les essais cliniques qui entre-temps a été promulguée, comme celle apportée par la loi de modernisation de notre système de santé qui est venue beaucoup impacter sur les recherches sur données notamment, mais aussi sur les conditions d'acceptabilité de mise en œuvre des recherches en termes de locaux, gestion des liens d'intérêt, etc., à la suite de l'affaire de Rennes dont vous avez entendu parler. On s'est retrouvé avec des textes qui n'étaient absolument pas compatibles entre eux. Et il a fallu, pour essayer de les rendre compatibles, un nouveau texte, qui est une ordonnance,
qui est paru en juin 2016, qui n'a d'ailleurs pas tout réglé, parce que vous allez voir que dans cette ordonnance, on parle encore de recherche biomédicale, alors que ce terme-là a disparu de la nouvelle terminologie. La loi informatique et liberté a été également impactée par la loi de modernisation de notre système de santé. Or, aujourd'hui, clairement, en dehors des recherches expérimentales ex vivo, laboratoire, il n'y a quasiment pas de possibilité d'envisager de conduire une recherche sans faire un traitement de données informatisé. Et puis la loi de bioéthique est également une des lois qui encadrent les pratiques de recherche, à travers notamment les dispositions qui régissent l'usage des collections d'échantillons biologiques et des recherches sur échantillons biologiques non regroupés en collections. Alors finalement, aujourd'hui, on en est là avec des dispositions de la loi Huriet-Seruskla qui sont complètement caduques. Cette loi ayant été abrogée, nous ne sommes plus censés parler de recherche biomédicale. Ça va être un petit peu compliqué de se réhabituer à cette terminologie quand certains de nos collègues parlaient encore de recherche avec bénéfice individuel direct et sans bénéfice individuel direct. Je pense qu'on aura moins de mal à abandonner le vocable recherche portant sur les soins courants qui n'a jamais été bien compris par qui que ce soit. Donc nous avons maintenant une nouvelle définition de la recherche. Et ces recherches s'appellent désormais recherche impliquant la personne humaine. Et c'est là que les difficultés sérieuses commencent, même si depuis 2012, on aurait eu le temps de les anticiper davantage, et même si François Lemaire, qui a beaucoup travaillé au texte de loi, a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer d'éclaircir un petit peu les choses. Que sont les recherches impliquant les personnes humaines? Ce sont, et tous les mots sont importants, des recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Alors, ça pose un peu le problème des recherches en psychologie, par exemple, pour ne pas les nommer, en anthropologie, enfin, tout un tas de recherches qui, pour autant qu'on ait une vision, même pas forcément extrêmement claire de ce qu'est une personne humaine, nous semble malgré tout un petit peu impliquer la personne humaine. Alors, il semblerait que dans la définition actuelle et dans les règles qui suivent, une partie des recherches, en psychologie notamment, ne rentre pas dans le champ de la régulation. Ça ne veut pas dire que ces recherches n'impliquent pas les personnes humaines. Ça veut dire qu'au sens légal de la loi, elles ne sont pas forcément concernées par l'ensemble de ces dispositions. Finalement, en creux de cette définition, on voit arriver un ou plusieurs groupes de recherche qui n'entrent pas dans le cadre de la loi alors qu'on s'y serait attendu. Bien sûr, toutes les recherches qui vont concerner, on avait choisi ce mot-là avec Marcella l'autre jour, qui vont concerner les personnes humaines en vue du développement de connaissances non biologiques et non médicales, mais dont certaines vont très clairement impacter la recherche en santé. Et puis des recherches qui n'impliqueraient absolument pas la personne humaine et qui sont toutes les recherches sur données ou sur échantillons biologiques déjà collectés pour un autre objet. Comme si, à un moment, on coupe le lien entre la personne et ses échantillons et ses données, et que ce lien est coupé à partir du moment où il y a eu une première interface entre la personne concernée et une équipe, qu'elle soit de soins ou de recherche, qui a eu l'occasion d'expliquer à la personne qu'on allait conserver ces éléments-là, et qui lui a donné l'opportunité de s'y opposer, voire, dans certains cas, de moins en moins fréquent, de donner son consentement explicite. Et nous avons donc, à partir de cette définition un petit peu complexe à appréhender, des textes de loi qui vont être de plus en plus complexes à comprendre. Ces recherches impliquant les personnes humaines sont divisées désormais en 3 catégories. Les recherches interventionnelles, qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle. Et puis une deuxième catégorie de recherche
Et au fond, il faut lire la définition de la deuxième catégorie de recherche pour mieux appréhender le périmètre de la première catégorie. Pardon ? Puisque la deuxième, les recherches de catégorie 2 sont des recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes. Et comme avec le groupe des recherches portant sur les soins courants, les législateurs et les personnes consultées pour définir et valider ces textes de loi avaient identifié la tendance aux interprétations variées de la notion de degré de risque, eh bien les législateurs, cette fois, nous ont donné une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, visée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament, pour dire, eh bien, tous ces actes-là peuvent être considérés comme des actes n'exposant les personnes qu'à des risques minimes ou des contraintes minimes. Et puis la troisième catégorie, c'est la catégorie des recherches dites non interventionnelles, qui ne comportent aucun risque ni contrainte. Et la deuxième partie de la phrase a déjà été supprimée, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle. Parce que comme toujours, au moment où on change les textes de loi, au fur et à mesure qu'on repère des incohérences, eh bien, on corrige les textes de loi. Cette typologie un peu plus complexe et qui avait vocation initialement à couvrir l'ensemble des recherches impliquant les personnes humaines, dans l'idée de faire en sorte que tous les chercheurs pourraient bénéficier de l'avis d'un comité d'éthique de la recherche avant de démarrer la recherche, et donc du coup en profiter pour réunir les prérequis à la publication, a abouti de façon, on va dire, radicale à cette nécessité pour toutes les recherches aujourd'hui de faire la différence entre le promoteur et l'investigateur. Auparavant, un chercheur pouvait faire une recherche sur données, pouvait faire une recherche dans le cadre des soins courants sans avoir à identifier formellement un promoteur. Aujourd'hui, ça n'est plus réellement possible parce que les obligations des uns et des autres sont clairement définies et définies de façon différentielle. Le promoteur est donc la personne physique ou la personne morale qui est responsable d'une recherche impliquant la personne humaine, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Et l'investigateur ou les investigateurs sont là où les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu. Sur chaque lieu, l'investigateur principal est le responsable de l'équipe. Et bien sûr, si la recherche se fait sur plusieurs lieux, il est nécessaire de nommer un coordonnateur. Mais la loi, maintenant, va aller jusqu'à donner la définition des prérequis pour endosser la qualification d'investigateur. On a vu que dans la loi Euriet-Cyrus-Claes, c'était forcément un médecin dont la qualité en termes de chercheur devait être jugée par les comités de protection des personnes. Aujourd'hui, les investigateurs peuvent être, dans certains cas, d'autres personnes compétentes que des médecins, et les compétences resteront ensuite à l'intérieur de sa profession, jugées par les comités de protection des personnes. Donc la loi, elle a donc modifié profondément les conditions compatibles avec la mise en œuvre d'une recherche. Sur le fond, on reste quand même sous la direction d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée. Sauf lorsque, et c'est sans doute pas complètement idiot, la recherche porte dans un domaine qui n'est pas le domaine de compétences habituelles du médecin. C'est-à-dire, si la recherche est une recherche en maïeutique, une sage-femme peut être investigateur principal. Si la recherche a lieu en odontologie, ça peut être un chirurgien. Et si la recherche est une recherche portant sur les soins infirmiers, eh bien, il peut s'agir d'un infirmier comme un investigateur principal. Mais à ce moment-là, il faut que cette recherche ne soit pas de la catégorie 1. C'est-à-dire qu'il faut qu'au maximum, la personne soit exposée
à ce fameux niveau de risque considéré par les textes comme minime. Dans les sciences du comportement humain, c'est plus compliqué puisqu'il faut aujourd'hui encore, dans la majeure partie des cas, en tout cas pour les RIPH, que l'investigateur spécialiste de son domaine soit associé avec un médecin. Sauf si ces recherches n'exposent pas la personne à des risques importants. Et puis à partir de cette catégorisation en 3 des recherches, nous voyons que les obligations légales en termes d'information des participants, modalités de recueil de consentement, il vaudrait mieux plutôt appeler ça modalité de consultation, nécessité de prendre l'avis d'un comité de protection des personnes et intervention d'une autorité compétente, varient. Le dispositif le plus lourd, il est bien sûr pour les recherches de la catégorie 1 qui inclut tous les essais cliniques. Pour ces recherches-là, on garde en gros les règles de la loi Hurier-Seruskla. Entre-temps, les comités d'éthique de la recherche sont devenus des instances autoritaires. Donc, il n'y a plus de possibilité de démarrer une recherche. Si l'avis du comité est défavorable, ces comités ne sont plus consultatifs, ils sont devenus obligatoires. Pour les recherches de la catégorie 2, eh bien, l'information des participants reste bien sûr due, de préférence ou dans tous les cas individuels, sauf sur certaines recherches par dérogation. Le consentement est indispensable, il doit être libre, éclairé et express, mais la distinction, la nuance entre express et écrit existe, c'est-à-dire que selon les termes de la loi, vous n'auriez pas besoin de recueillir le consentement par écrit. Charge à vous ensuite de fournir la preuve du fait que vous avez bien recueilli le consentement de cette personne. Et dans la pratique, je vois que tout le monde s'apprête à faire signer un consentement, encore qu'il ne soit pas la garantie du fait que la personne ait bien compris ce qu'on lui avait proposé. L'avis du comité de protection des personnes est obligatoire et préalablement à toutes les recherches. Et l'autorité compétente, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament, doit recevoir un résumé de la recherche et l'avis du comité de protection des personnes. Elle se réserve le droit de demander l'ensemble du dossier si elle a un doute sur la qualification de la recherche. En ce qui concerne les recherches non interventionnelles, l'information est individuelle. Cette fois-ci, on donne à la personne seulement l'opportunité de s'y opposer, mais l'avis d'un comité de protection des personnes est obligatoire. Et ça, c'est vraiment une des grandes nouveautés qui va sans doute un peu bloquer les recherches sans pour autant contribuer à une meilleure protection des personnes, selon moi. Et là encore, l'autorité compétente reçoit un résumé et l'avis du CPP. La deuxième chose qui se passe là et qui va être bloquante dans la mise en œuvre de ces recherches, c'est que je vous avais dit que la loi Hurier-Seruskla imposait aux promoteurs de contracter une assurance spécifique pour couvrir les risques de la personne exposée à des risques physiques. Désormais, pour la deuxième catégorie, c'est-à-dire y compris lorsque la recherche n'expose la personne qu'à des risques et des contraintes minimes, et ces risques et contraintes minimes peuvent être représentés, par exemple, par le fait de répondre à un questionnaire, eh bien, à ce moment-là, le promoteur, avant de démarrer sa recherche, doit non seulement avoir pris l'avis d'un comité de protection des personnes, mais doit avoir aussi contracté cette fameuse police d'assurance, avec des exigences vis-à-vis de l'assureur en matière de montant d'indemnisation qui sont exactement les mêmes que la recherche soit de la catégorie 1 ou de la catégorie 2. Et donc, la difficulté supplémentaire, premièrement, de trouver de l'argent pour le paiement de ces assurances sur un budget qui n'a pas été augmenté pour autant, un budget qui est déjà contraint. Et puis, deuxièmement, la difficulté de négocier avec les assureurs et de leur faire comprendre les subtilités de la différence du niveau de risque auquel la personne est exposée. Il semble que ça marche, en tout cas ça commence à se faire,
Ce qui se fait moins bien, c'est de trouver l'argent pour payer toutes ces assurances-là. Et puis la troisième chose nouvelle, c'est que désormais, le CCT-IRS, le fameux comité consultatif qui préparait le travail de la CNIL pour vérifier que les garanties en matière de protection des données et de protection de la confidentialité et garantie de la protection de la vie privée des personnes, ce comité-là a disparu. Et ce sont les comités de protection des personnes qui, pour ces recherches-là, vont devoir endosser son costume. Je dis ça comme ça parce qu'on est dans un dispositif qui est très complexe, qui semble vouloir faire beaucoup de choses, beaucoup favoriser la recherche, etc. En même temps, protéger les personnes avec une protection proportionnelle au risque encouru. Mais les membres des comités de protection des personnes n'ont reçu aucune formation aujourd'hui en matière de comment protéger les données et comment garantir l'anonymat de ces données. Et donc nous avons un système qui se met en place avec des bonnes intentions, mais qui, pour l'instant, ne s'est pas donné les moyens de ses intentions, et d'ailleurs sur les intentions desquelles on peut peut-être s'interroger. Alors la loi, elle en a profité pour augmenter les droits à l'information, je vais passer là-dessus. Elle a bien saucissonné la procédure de régulation. La première étape, qui n'est pas la plus simple, est d'abord de qualifier la recherche. Est-ce que la recherche que je vais démarrer, elle entre dans la catégorie des recherches impliquant la personne humaine au sens légal du terme? Si oui, est-ce qu'on est dans la catégorie 1? Ça, c'est simple. Sinon, est-ce qu'on est dans la catégorie 2? Ça, c'est pas très compliqué, mais ça va devenir un peu difficile au moment où il va falloir trouver l'argent pour payer l'assurance. Et donc, les comités vont sans doute, et la NSM aussi, avoir à être très vigilants sur les tentations qu'il y aura, et je ne vous parlerai pas des démos ou des icônes, les tentations qui seront là pour les chercheurs d'essayer de faire switcher leurs recherches dans la catégorie des recherches n'impliquant pas la personne humaine, parce que c'est tellement en désaccord avec nos pratiques antérieures, c'est tellement bloquant et astreignant que je suis sûre qu'on va voir arriver ça. Deuxième étape, contraction d'une assurance à partir de la catégorie, enfin jusqu'à la catégorie 2. Troisième étape, demander un numéro d'identification de la recherche sur le site de la NSM. Quatrième étape, engager le processus de soumission à un comité de protection des personnes. Et là, parce que l'affaire de Rennes, parce que la question des liens d'intérêt est une question ancienne, eh bien, la volonté désormais des législateurs, c'est de couper tout lien direct entre les comités de protection des personnes et les promoteurs. Et pour couper ces liens directs entre les comités de protection des personnes et les promoteurs, il y a une grande modification du champ de compétences et des modalités de soumission des dossiers au comité de protection des personnes. Les comités de protection des personnes ont une compétence nationale et le promoteur envoie à travers une plateforme de distribution aléatoire à l'un des CPP de la France le dossier de recherche une fois qu'il l'a reçu et qu'il est complet. Alors ça, c'est le dispositif qui sera opérationnel sans doute l'année prochaine. Il est quand même en marche, mais il est en marche avec une plateforme transitoire, dont vous avez ici la référence, qui n'a pas été créée pour ça et qui est saturée en permanence. Donc ce dispositif-là, qui était aussi destiné à fluidifier la prise en charge et à harmoniser les pratiques des différents comités de protection des personnes, a abouti à un blocage partiel de la recherche évident, puisque dans le CPP dans lequel je suis, nous avions jusqu'à 12 dossiers par mois, 12 nouveaux dossiers, et depuis que le tirage au sort est en marche, nous sommes péniblement à 3. Parce qu'en plus, une fois qu'un dossier nous a été attribué, si le promoteur ne l'envoie pas dans un délai de 48 heures, nous on attend jusqu'à 8 jours, eh bien nous devons le signaler de façon à ce qu'il soit rayé de la liste et le promoteur doit
relancer toute la machine. Donc on est vraiment dans une mise en place d'un dispositif administratif destiné au départ à faciliter les recherches, destiné au fond à essayer de diminuer toute possibilité d'influence de quelque nature qu'elle soit sur les membres des comités de protection des personnes, mais qui dans un premier temps, mais c'est un petit peu comme ça à chaque fois qu'on change quelque chose, a bloqué de façon vraiment, je crois, importante la recherche en France. Puis ensuite, il y a évidemment les démarches à faire auprès de la NSM, on en a parlé, et les démarches auprès de la CNIL qui, elles, ont été facilitées dans la mesure où les comités de protection des personnes vont remplacer le CC-TIRS et surtout dans la mesure où il y a de nouvelles chartes, nouvelles règles de conformité. Vous avez entendu parler de la MR003 et de la MR001. Les chercheurs ont la possibilité, sous réserve qu'ils remplissent par leur pratique le cahier des charges correspondant à ces méthodologies de référence, de signer un simple engagement de conformité sur le site de la CNIL et de démarrer ensuite, après 48 heures, le traitement des données, puisque 48 heures est le délai demandé par la CNIL pour envoyer son accusé de réception. Donc on voit bien qu'on a un système qui a beaucoup évolué, qui a abouti sur un espèce de découpage des recherches en morceaux et qui n'a pas forcément beaucoup allégé les choses et qui a en revanche beaucoup compliqué la grille de lecture qu'on peut se faire de la recherche qu'on est en train de mettre en place, tout en laissant totalement de côté tout un pan de recherche qui, lui, ne sera plus réglementairement soumis à l'avis du moindre comité d'éthique de la recherche. Ce qui pose problème, peut-être, vis-à-vis des recherches portant sur échantillons biologiques, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y avait quand même un regard des comités de protection des personnes. Alors, ces comités de protection des personnes qui ont été définis par la loi, qui ont un rôle majeur aujourd'hui dans la régulation de la recherche, je ne vais pas vous en bassiner très longtemps. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que la mission d'un comité de protection des personnes, c'est de s'efforcer de protéger la personne à qui on propose une recherche, ici et maintenant. On n'est pas sur le « est-ce qu'il faut faire ça ?» On n'est pas sur les réflexions qui relèvent plutôt de la compétence du Comité consultatif national d'éthique ou des instances de régulation de la recherche supranationales. On est vraiment devant des protocoles de recherche qui sont des recherches communément réalisées, mais pour lesquelles une attention particulière doit être faite au regard des mesures de protection des personnes. Aujourd'hui, les comités de protection des personnes ont en plus, et je dirais que ça devient leur tâche principale, la mission de vérifier que la qualification de la recherche est bonne par rapport aux obligations réglementaires qui s'imposent aux promoteurs en fonction de la typologie de la recherche. Ce que je crains, moi, c'est que les membres des comités de protection des personnes soient obnubilés par ces obligations réglementaires, parce qu'il y a des listes, il faut cocher, il faut checker, etc. Et que les séances, elles ne sont pas incompressibles. Et puis que, je vous le dis tout de suite, les membres des comités de protection des personnes sont des personnes bénévoles, que lorsqu'ils sont experts et rapporteurs d'un dossier, ils touchent 57 € pour la lecture, l'analyse et l'écriture du rapport, et que donc ces gens ne sont pas particulièrement enclins à passer leur vie en réunion. Et donc si le temps de la réunion est dépensé à vérifier des conformités, le temps dédié à la réflexion éthique risque de diminuer. Alors, il y a eu un rapport IGAS, déjà, il y a quelques années, qui avait montré qu'à l'époque des CCPP-RB, le temps consacré à la réflexion éthique n'était pas uniformément satisfaisant dans l'ensemble des comités. Mais là, en rajoutant sans arrêt comme ça des contraintes réglementaires, il est probable que les CPP ne puissent plus jouer leur rôle de comité d'éthique de la recherche. Et pourtant, dans l'esprit, c'était bien pensé, deux collèges, dont l'un, deux collèges paritaires,
dont l'un représente la communauté des chercheurs, le collège 1, l'autre représente la communauté de la société dite civile. Et j'attire votre attention sur le fait que les psychologues sont aujourd'hui prévus en tant que dans le collège 2, mais au titre de la psychologie clinique, ce qui n'exclut pas que se trouve un chercheur en sciences humaines et sociales, et en particulier en psychologie, parmi les représentants du collège 1. Donc 2 collèges paritaires et un double quorum, un quorum quantitatif pour qu'un avis soit valide, mais aussi un quorum qualitatif. Et parmi les personnalités les plus importantes, j'allais dire, dans les réunions pour que les avis soient valides, on voit au même niveau la personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie, donc le méthodologiste, et le représentant des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé. Je vois bien que dans les comités de protection des personnes, aujourd'hui, les représentants des associations d'usagers sont de plus en plus pertinents, de plus en plus au fait, mais aussi de plus en plus conscients des obligations réglementaires qui s'imposent à eux. Et de nouveau, et même à ce niveau-là, on voit se déplacer l'intérêt pour l'éthique vers, au moins au moment des changements de loi, l'intérêt de protéger la qualité du travail attendu. Et ce qui prime dans ce changement de loi, c'est vraiment cette fameuse qualification. Donc ces comités sont des instances précaires, pauvres, fragiles, soumis à renouvellement tous les 6 ans, tous en même temps, ce qui fait qu'il y a quelques jours tous les 6 ans pendant lesquels il n'y a plus aucun comité de protection des personnes, ce qui permet à la secrétaire... Non, maintenant on a trouvé le... Voilà. Ces comités ont un fonctionnement hétérogène. Aucun des membres des comités de protection des personnes n'a reçu de formation à l'éthique de la recherche. C'est pour ça que ça devient compliqué si on n'a pas eu de formation à l'éthique de la recherche, si on n'a pas eu de formation au cadre légal et réglementaire, de se retrouver en situation de discussion pertinente devant la somme des obligations qui sont imposées. Alors que tout ça n'a pas changé par rapport aux besoins en termes d'avis de comité d'éthique. Alors, moi, ce qui me préoccupe le plus dans cette histoire-là, mis à part le fait qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour la réflexion éthique dans les comités si on continue sur ce mode-là, c'est que j'ai l'impression clairement que dans cette façon d'envisager le découpage des recherches, ces typologies, etc., on a laissé complètement de côté, ou en tout cas on n'a pas pris conscience, les législateurs n'ont pas pris conscience de la réalité des pratiques d'aujourd'hui, et en particulier des pratiques de recherche translationnelle qui vont vers la médecine personnalisée. Nous avons des pratiques au sein desquelles de plus en plus les pratiques de soins et de recherche se confondent, une frontière entre les deux qui ne fait que s'estomper et qui rend bien difficile la soumission de projets, j'allais dire, dans les bons clous. Et ça pose un très grand nombre de difficultés. Parce que clairement, les outils de ces pratiques-là proviennent toujours, au début, des personnes qui vont accepter ou qui ne vont pas s'opposer à participer. Pour les essais cliniques, ça semble à peu près clair, mais pour l'usage et les traitements de données et pour le stockage et la réutilisation des éléments biologiques issus du corps humain qui vont permettre ces progrès-là, on a quand même le sentiment que lorsqu'on parle avec les patients, ils sont relativement attachés à ce que leur participation à la recherche, même s'ils ne sont pas dans un essai clinique et même s'ils ne s'exposent pas à un risque, puisse leur apporter une sorte d'éventuel bénéfice. Et il est clair que tous les discours qui sont tenus aujourd'hui sur les bienfaits et les attendus de la médecine personnalisée et de la recherche translationnelle les poussent dans ce sens-là. Il y a une bonne partie de cette participation qui est motivée par cet espoir de réciprocité.
Je donne, mais en fait, je ne donne pas. Je donne, mais je suis concernée par les découvertes fortuites ou pas. Et j'aimerais bien qu'on m'en parle. Et puis, si je me demande, j'aimerais bien qu'on m'en transmette les résultats. Donc, on sort d'une logique de transmission des résultats globaux de la recherche obligatoire pour tous les participants à une discussion sur faut-il ou non aller vers un rendu des résultats individuels. Les gens se disent moi, je veux bien participer à ça, mais j'ai un cancer, vous me parlez de thérapie ciblée. J'ai bien compris que les cibles, elles changeaient au fur et à mesure qu'on les découvrait. Et donc, si je ne meurs pas tout de suite et que vous trouvez quelque chose, ben, j'aimerais bien que vous me participiez de proposer à cet essai clinique au fur et à mesure qu'il sera disponible. Et donc, on a l'impression que dans l'esprit des participants, en tout cas en France, à ces recherches, il n'y a absolument pas de désir univoque et chez tout le monde de faire un don des échantillons pour la recherche, mais au contraire un désir de garder un lien. Je ne parle même pas de la question du fait que ces choses-là appartiennent ou pas à la personne. C'est juste la question du lien entre les deux. Or, tel que la recherche a été découpée en France, ce qu'on voit apparaître, je vous l'ai dit tout à l'heure en creux, c'est que les recherches portant sur échantillons biologiques et ou sur données provenant de personnes humaines deviendront des recherches n'impliquant pas la personne humaine. Et aucune information, aucune consultation, aucune enquête n'a été réalisée pour se rendre compte du degré d'acceptation des personnes vis-à-vis de cette situation. Aucun effort de transparence, de littératie n'a été mis en œuvre, ce qui fait qu'on s'expose sans doute à ce qu'à un moment, il y ait une, deux, trois, voire quelques personnes, voire plus, qui s'opposent à ça. Surtout que derrière ces recherches-là, les enjeux économiques sont majeurs. Et que on voit déjà dans certains laboratoires des demandes d'échantillons rares, y compris d'ailleurs par les laboratoires pharmaceutiques, quand ils appendent ça aux essais cliniques, des demandes d'échantillons rares en grande quantité, avec la difficulté parfois de conserver pour les besoins de cette personne-là, même pour son diagnostic, le matériel nécessaire si un jour on a besoin d'y revenir. Donc il y a une vraie discussion, une vraie réflexion à avoir par rapport à cette façon qu'on a eu de définir et de classifier les recherches et au lien qui existe entre la personne et ses échantillons. Parce que finalement, les pratiques de recherche en santé, elles ont profondément évolué, elles vont continuer d'évoluer. Les principes éthiques historiques de la recherche, de l'éthique de la recherche, sont en partie dépassés par ces pratiques qui ont été vraiment pensées en situation et qui ont conduit à des mises en œuvre logiques. Les cadres législatifs et réglementaires tentent de s'adapter, mais sont influencés par des échelons supranationaux. Ils essayent de prendre en compte de nouvelles formes de recherche. Ils prennent surtout en compte des contraintes économiques, en laissant peut-être de côté certaines questions éthiques de fond qui sont en train d'émerger, qui concernent par exemple l'utilisation des big data, la porosité entre le cadre du soin et le cadre de la recherche qui est facilitée grandement par l'utilisation des outils du big data, le bouleversement des normes existantes qui n'a pas été résolu par les nouveaux textes qui viennent de nous être proposés, et puis des points critiques que je ne vais pas développer parce que je n'ai pas le temps, et je pense que c'est plus là-dessus que je voudrais qu'on s'arrête. Finalement, vous avez commencé cette journée en parlant d'une réflexion sur la personne. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se cache dans les échantillons et les données de santé est de nature à faire sortir de la personne un certain nombre d'éléments qui sont de l'ordre aujourd'hui de son secret, voire de son intimité. Une personne, elle a conscience d'un certain nombre de choses qu'elle connaît, éprouve ou imagine et qu'elle n'a pas du tout envie de partager.
Et quand on va lui demander si elle est d'accord pour que ces données soient utilisées ou que ces échantillons biologiques soient utilisés, elle va statuer éventuellement par rapport à ça, sous réserve qu'elle ait bien compris ce qu'on lui proposait. Mais aujourd'hui, dans ces échantillons et ces données, avec nos nouvelles formes de recherche qui procèdent de la fouille, sans hypothèse préalable parfois, on est susceptible de rattacher à cette personne, par le biais de ces échantillons et de ces données, des éléments qu'elle ne connaît pas elle-même et sur lesquels elle n'aura donc pas eu l'occasion de statuer de son accord ou pas à laisser sortir ça d'elle. Et elle n'aura pas eu non plus toujours l'occasion de se prononcer sur le fait que d'accord, ok, mais oui, elle aimerait au moins en savoir autant que les autres, ou bien non, elle n'a pas envie d'intégrer ça dans son intime et dans le périmètre de ses secrets. Et elle laisse ça à la disposition des chercheurs et de la communauté. Et donc, moi, je pense que ces éléments qui sont détachés du corps humain, ces données numérisées que nous récupérons de plus en plus et en quantité de plus en plus grande, et qui sont donc des données détachées du corps anatomique ou représentatives du corps vécu de ces personnes-là, elles n'appartiennent pas forcément au périmètre de la personne humaine. Mais en tout cas, il y a lieu de s'interroger sur le lien que chacun veut entretenir avec ces éléments-là. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a vu ça, on comprend encore mieux pourquoi il est absolument indispensable de travailler sur les questions de confidentialité et de protection des données. Si on veut faire ça, et on le fait, il est absolument important de poursuivre dans ces champs de recherche qui traitent de la privacy et de la privacy by design. C'est plus acceptable aujourd'hui que des données personnelles, aussi riches que ça, soient transportées sur des ordinateurs portables et circulent de l'hôpital au laboratoire de recherche en passant par la maison. Et ce n'est pas plus acceptable aujourd'hui que les comités qui sont censés statuer sur la manière dont ces données sont protégées soient constitués de gens qui n'aient pas encore été formés. Alors, ça le sera, mais on a encore vraiment, je crois, beaucoup de progrès à faire. Voilà, je vous remercie.